Parcourant le sud-ouest du Pacifique, James Cook découvrit une île qu'il baptisa Nouvelle-Calédonie. C'était en 1774. Sous Napoléon III, en 1853, elle devint possession française. À 19 600 km de la France métropolitaine, elle est le territoire français le plus éloigné. Nouméa est la capitale de la Nouvelle-Calédonie et abrite la plus forte densité de population. Environ 100 000 personnes vivent dans cette ville. Centre administratif et culturel, sa situation contribue au développement de la province sud, alors que la province nord vit plus paisiblement du fait de son éloignement par rapport à la capitale. C'est une île magnifique, tout en longueur, et avec ses 400 km de long sur une cinquantaine de large, elle est la troisième île du Pacifique par sa superficie. Les Kanaks sont les autochtones de cette terre, mais depuis l'origine et avec les remous de l'histoire, d'autres populations, dont les Asiatiques, les Polynésiens, les Français et aussi des Arabes d'origine algérienne, sont venus augmenter la démographie de ce caillou du bout du monde. Environ 180 000 personnes, toutes ethnies confondues, vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Considérée par les Européens en mal d'exotisme comme une île paradisiaque, il n'en a pas toujours été ainsi. En 1862, le nom de Nouvelle-Calédonie n'incite pas vraiment au rêve. La France vient d'y ouvrir un premier bagne. « 9 mai 1864, partie de Toulon, l'Iphigénie accoste en Nouvelle-Calédonie après 130 jours de mer. À son bord, un premier convoi de 248 transportés détenus de droit commun. La particularité de ces forçats est qu'ils étaient essentiellement composés d'ouvriers spécialisés dans la construction, le terrassement, etc. On avait besoin de professionnels pour construire d'autres bagnes, des édifices publics, des églises, et remblayer les baies de Nouméa pour que la ville gagne sur l'océan. Entre 1872 et 1880, on comptera quelques 4250 communards déportés issus de la révolte contre le gouvernement de Thiers qui céda l'Alsace et la Lorraine aux Prussiens. Déportés politiques, ils purgèrent leur peine dans les différents bagnes de Nouvelle-Calédonie. À l'autre bout du monde, il est un pays que rien ne semblait pouvoir associer à cette histoire, l'Algérie. Comment des Algériens, Arabes et Kabyles se sont retrouvés en Nouvelle-Calédonie? L'origine de leur arrivée en Nouvelle-Calédonie, c'est en majorité une origine pénale, puisqu'on trouve à la fois des transportés qui sont des condamnés de droit commun d'origine surtout d'Algérie, qui arrivent en Nouvelle-Calédonie entre 1867 et 1869. Il y a plusieurs convois, ils sont à peu près 200-250. Ensuite, les Arabes qui sont condamnés, les Algériens condamnés aux travaux forcés sont envoyés en Guyane jusqu'en 1887. Et à partir de là, les convois reprennent vers la Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1897. Et là, ils sont à peu près 1200 condamnés aux travaux forcés à être envoyés en Nouvelle-Calédonie.
À ces condamnés aux travaux forcés, il faut ajouter des condamnés à la relégation, qui est une autre peine dans laquelle on trouve également d'autres Arabes, qui est une peine qui concerne des petits récidivistes, où là on trouve encore beaucoup d'Algériens. Et enfin, il faut rajouter les déportés politiques, qui sont les plus connus, hein, qui sont ceux auxquels on fait tout le temps référence, qui sont à peu près une centaine, et qui sont en majorité en provenance de la grande insurrection kabyle de Mokrani, de Mohamed el-Mokrani, qui était donc celui qui a conduit la grande révolte en Kabylie en 1870-1871. Bouraï, 160 km de Nouméa sur la côte ouest. Si cette petite ville de Brousse est le fief des Caldoches, son histoire est étroitement liée à celle des Algériens transportés sur le territoire calédonien. Sur la façade de la mairie, une fresque en fer forgé énumère les différentes communautés qui constituent la population de Bouraï. Kanaks, Asiatiques, Caldoches et Arabes. Les armoiries de la ville mentionnent également la présence arabe avec le croissant. La région de Bouraï est vouée à l'élevage et à l'agriculture. L'agriculture qui fut avec la construction le plus gros travail des forçats. On y cultivait même la canne à sucre qui était traitée dans cette usine dont il ne reste plus que la cheminée. La Néra coule paisiblement à travers les champs et devient un lien entre les verts pâturages et l'océan qui au fil du temps a sculpté la roche. C'est dans ce cadre qui semble idyllique aujourd'hui que les transportés algériens ont plongé de nouvelles racines dans cette terre, si loin de chez eux. Nessadiou, à une dizaine de kilomètres de Bouraï. La plus grosse concentration de descendants de déportés et transportés algériens vit ici. La plupart cultivent la terre, cette même terre que leurs ancêtres défrichèrent et qui leur fut concédée quand leur peine arriva à terme. Bouraï a été un grand centre de concessionnaires dès le départ. On mettait en concession des condamnés aux travaux forcés en courte peine ou quand ils avaient fini leur peine. On leur donnait un terrain pour qu'ils puissent ensuite s'installer, cultiver, avoir une petite maison, etc. Ils pouvaient se marier, ou alors s'ils étaient mariés, faire venir leurs femmes de France, leurs enfants, etc. Et un certain nombre de condamnés algériens sont installés dans toute la région de Bouraï, pas seulement sur Nessadiou. Dans toutes les vallées de Bouraï, on trouve des Arabes, comme on trouve à Pointe-Boud, concessionnaires, comme on trouve à La Foix également. Mais ensuite, il va y avoir dans la région de Nessadiou un cimetière arabe. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire au début du XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres, juste avant la guerre 14-18, et dans l'entre-deux-guerres, il va y avoir une concentration des Arabes sur Nessadiou. Et tous les concessionnaires d'origine européenne sur Nessadiou vont quasiment partir de Nessadiou. Il ne va rester plus que les Arabes. Tous les Roumis, tel qu'on le disait, vont quitter, très peu vont rester sur Nessadiou. C'est presque tous les Arabes qui vont rester seuls entre eux, le cimetière étant pas trop loin. Et c'est une région qui est une région qui a très mauvaise réputation dans l'entre-deux-guerres, tous les journalistes le disent, mais en fait c'est une région très très pauvre, cette région de Nessadiou, c'est la vallée du malheur, Nessadiou. Le temps a passé sur les bagnes de Nouvelle-Calédonie. On a tiré un voile pudique sur cette époque, mais il reste les hommes, les descendants de ceux qui ont défriché la terre de l'archipel des Forçats. Difficile de dire si cet homme est calédonien ou algérien. Jean-Pierre Haïfa fait honneur à sa communauté. Il a été maire de Bouraï et ne cache pas son amour pour la nature et les chevaux qu'il élève et soigne dans son haras. Il est l'un de ceux qui ont connu les derniers déportés. Mon père est arrivé ici et le père de ma mère est arrivé ici aussi. Donc moi je suis de la première génération. Mais aujourd'hui, il y a 5 générations vivantes dans le pays, puisque ma mère est encore vivante, elle vient d'avoir 96 ans. Et j'ai un arrière-petit-fils donc qui va avoir 1 an en décembre. Est-ce que vous avez connu d'autres déportés?
Ah oui, j'ai connu des amis de mon père déportés qui sont morts après lui. Bon, enfin, j'étais encore gamin, hein. J'ai une idée, j'ai encore la vision de ces vieux amis de mon père. Je me souviens qu'ils étaient très généreux et très gentils. Il semblerait qu'il y ait une certaine pudeur de leur part à raconter ce qu'a été leur vie. Eh bien, oui, pourquoi? Tout d'abord parce qu'il suffit de reprendre l'histoire. Bon, l'histoire, c'est quand même quelque chose d'important. L'Algérie, c'était une colonie. L'Algérie, à l'époque où mon père, où tous les Algériens qui sont venus ici ont été condamnés, que ce soit ceux de la révolte ou que ce soit ceux qui ont été condamnés de droit commun, c'était un tribunal militaire qui les jugeait. Mais il ne les jugeait pas à partir de leur culture ou à partir de leur loi, la loi du pays. Il les jugeait par rapport à des lois métropolitaines qui, à l'époque, n'étaient pas acceptées par les Algériens. Elles n'étaient pas acceptées plus en 1853 ou en 1870 ou en 1880 qu'elles ne l'ont été après, puisque de toute façon vous savez très bien comment ça s'est terminé en Algérie. C'est bien parce qu'il y a eu une révolte permanente depuis la prise, je dirais, de possession de l'Algérie dans les années 1843. Je crois que l'Algérie, les Algériens, bon, on peut dire qu'on est fiers d'être Algériens, c'est bien parce que je crois que c'est un peuple qui s'est jamais soumis. Il s'est jamais soumis, et je crois que la France, en tant que grand colonisateur, a commis des erreurs incalculables au niveau des relations qu'elle aurait pu avoir avec les Algériens. Et le phénomène des Algériens, bon, il est clair que c'est une population, c'est un peuple qui a toujours été en révolte. Il suffit de reprendre toute l'histoire de l'époque de l'annexion, si on veut dire, à la France en 1843, jusqu'à l'indépendance en 1962, ça a toujours été un peuple en révolte. Alors, qu'en est-il de cette communauté qui vit ici en Nouvelle-Calédonie? Comment vit-elle justement? Alors, c'est une communauté qui a d'abord eu beaucoup de difficultés parce que les descendants d'Arabes ont toujours été considérés comme un petit peu des Calédoniens un petit peu de deuxième zone. Quand on était à l'école, on nous traitait de salbicaux, hein, ça c'était courant. Et c'est ce qui explique par exemple que sur Bourail, il y a eu une école à Nessadiou, et à l'école de Nessadiou, ben, il y avait 99% de petits arabes, il y avait peut-être un petit français dedans, un petit roumi comme on disait, mais qui était tellement intégré dans le milieu arabe, qui parlait arabe comme les petits arabes de Nessadiou. Et puis il y a eu les écoles à Bourail, au village, et une anecdote personnelle, mais qui vaut pour beaucoup d'autres familles, c'est que nous ne pouvions aller à l'époque à l'école publique parce qu'on était justement harcelés par des genres d'insultes salbicaux, et ce qui explique que j'ai été moi à l'école privée avec mon frère aîné et une sœur à cette époque-là, dans les années 1950, et on a dû être baptisés, et c'est comme ça que j'ai un prénom, moi Jean-Pierre. Sinon, à l'état civil, je n'ai pas de prénom Jean-Pierre. Alors, on peut dire que la communauté et les descendants de la communauté algérienne se sont bien défendus parce qu'il y a quand même pas mal de notre génération qui ont réussi. On peut dire qu'il y a eu une réussite sociale, et je crois que la réussite sociale, on se la doit. On n'a pas eu, avant nous, des parents qui nous ont fait notre réussite, qui nous ont donné seulement un morceau de terre. Ils en avaient tout juste pour eux et pour faire vivre leur famille, donc ils n'avaient pas de quoi de distribuer à des enfants dans le cadre d'une succession où il y avait 6, voire 8, 10, voire 20 enfants. Donc notre réussite, des descendants algériens, comme la plupart des descendants des petits Calédoniens, on se la doit à nous-mêmes. Et je crois que là, c'est un grand facteur d'intégration de notre communauté dans un système qui n'était pas forcément nôtre au départ. Construit à partir de 1870 par l'administration pénitentiaire, ce bâtiment servait d'entrepôt et connut différentes utilisations jusqu'à devenir le musée de Bourail en 1986. On peut y découvrir quelques vestiges de l'époque du bagne avec des vitrines consacrées à la présence des déportés arabes. Des outils, des photos et des armes anciennes font revivre le passé.
Kader Boufnech est musulman pratiquant, descendant de condamnés aux travaux forcés. Il tient à ce que l'histoire de ses ancêtres demeure. J'ai deux grands-pères arabes, Boufnech et Taïeb Ben Megrach, et ils sont arrivés dans les années 1893. Ce qui fait qu'ils sont arrivés dans le troisième contingent, je crois qu'ils sont arrivés. En 1867, il y en a eu avant, et en 1864. Est-ce que vous savez de quelle région d'Algérie il venait? Grand-père Boufnech, lui, il vient de Ouled El Yaya. Avant, c'était de Constantine, mais maintenant, ça fait partie du département de Djeli. Et dernièrement, on a retrouvé la famille dans le même village. Et grand-père Taïeb, lui, venait de Barika. Et il y a la famille qui est toujours aussi à Barika, là-bas. Est-ce que vous connaissez les raisons pour lesquelles ils ont été déportés? Grand-père Boufnech, lui, il est venu, d'après ce qu'on a reçu dernièrement, là, parce qu'eux-mêmes, ils ne nous disaient jamais pourquoi ils étaient venus. Mais d'après les archives qu'on a reçues de Bordeaux, il est venu pour assassinat. Il fallait qu'il fasse du bagne en Calédonie pendant 8 ans, et après il a été libéré. Grand-père Taïeb, lui, c'était sens contraire. Il paraît que là-bas, son frère, c'est lui qui se battait, quoi. Et puis il a été pris, mais il était marié. Alors lui, quand il a été pris pour le bagne, il a dit non, c'est moi il s'est mis à sa place. Et ça fait que grand-père Taïeb, lui, il est mis à la place de son frère. Ils avaient à peu près tous les deux 18 ans. Comme il a su que Nessadiou, c'était là le rassemblement des Arabes, et puis qu'il y avait eu le cimetière créé en 1891, et qu'ailleurs il y avait des cimetières, mais qu'ils étaient enterrés avec n'importe qui. Alors ça fait qu'en fin de compte, ils se sont tous rassemblés sur Nessadiou. Ils ont essayé, quoi, la plupart de se rassembler sur Nessadiou. Et là, il a eu, comme tout le monde, des concessions, et puis il a réussi à s'agrandir. À chaque fois qu'il avait un peu de sous, il achetait une propriété, Est-ce que tous ces gens qui vivent ici et qui sont des descendants des déportés continuent à respecter les traditions algériennes? Oui, certains continuent à garder la tradition, essayent de garder la culture et la tradition, quoi, le culturel et cultuel. Mais c'est un peu dur parce que c'est un pays, on a eu quand même des problèmes. Par exemple, quand on a commencé à demander à faire la mosquée, le centre islamique, on ne nous a jamais donné le permis de construire. Il a fallu intervenir au plus haut. Est-ce qu'à l'heure actuelle, la langue arabe est encore parlée? Peu. La langue arabe, elle a peu. À part quelques vieux qui parlent l'arabe, nous, qu'on connaît quelques mots, c'est pour ainsi dire terminé. Et les jeunes lisent là, par exemple, il y en a quelques-uns qui lisent, ils ont appris comment à lire l'arabe, l'écriture arabe, mais ils ne comprennent pas, quoi. Ils lisent le Coran, ils lisent l'arabe, mais ils ne le comprennent pas. Ils comprennent qu'un petit peu, mais pas très peu, quoi. Et c'est ça qui nous manque. En fin de compte, c'est la langue qui nous manque. Parce qu'en ayant la langue, on a gardé. C'est la plus grande culture, je crois. C'est la plus grande culture, la langue. Et il nous manque beaucoup, ça. Je vois là, derrière vous, il y a un drapeau algérien. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Moi, j'ai appris à mes gosses qu'on était algériens, français, calédoniens, quoi. Mais avec le nom qu'on porte, on est d'abord en Algérie. On est d'abord en arabe. Si on serait né Barreto, mais là, on est né Boufnech, Taïeb Ben Megrach, on est algérien par le nom déjà. C'est-à-dire qu'on est plus algérien que français, quoi. Pour moi. Ce qui fait que ce drapeau, pour nous, c'est un symbole, quoi. C'est notre drapeau aussi. C'est aussi un drapeau qui est planté dans le cimetière de Nessadiou, un palmier dattier dressé comme un symbole dédié à ceux qui partagent les mêmes origines. Le cimetière de Nessadiou. Il contribua au peuplement arabe de cette localité proche de Bouraï. Lucien Pommelet vient souvent entretenir les tombes et se recueillir. Il sait tout de ce lieu paisible où reposent beaucoup de ses amis. Ben ce cimetière-là, il a dû être construit dans les années de 1897, par là, dans les environs, quoi. Et c'est cette tombe, c'est le père Miloud qui a habité à côté, là. C'est le père Miloud qui a donné ce terrain-là aux Arabes pour faire leur cimetière. C'est un don qu'il leur avait fait, il avait une propriété à côté, là, et il a fait le machin, et c'est comme ça qu'il leur a donné ce terrain-là pour qu'ils puissent s'installer.
Il y a combien de tombes là dans ce cimetière? Eh ben, dans le cimetière, il doit y avoir environ dans les 500 tombes quand même, hein, entre les jeunes, les vieux. Ça, c'est les tombes des déportés qui étaient venus de là-bas, c'est tout ça, c'est des déportés qui venaient de là-bas. Et comme il n'y avait pas de famille, c'est comme ça qu'on leur avait tout, ils ont été enterrés partout comme ça. Et après, quand il y a eu un monsieur Rouy Meraboura, c'est là qu'il avait fait faire de cimetières des tombes. Alors ici on est devant la tombe au père Boufanèche, Belkacem Ben Ahmed. Il était né en 1874 et il est décédé le 15-10 en 1943, donc à Nessadiou. Quelles étaient vos relations avec cette population? Eh ben nous on est... C'est-à-dire, comme papa, il était bien ami avec tous, à quelque chose près, il était de leur âge, lui. Enfin non, il était quand même plus jeune, mais il a vécu toujours avec eux. Et c'est comme ça que nous, lui, il nous a toujours dit de continuer avec eux. C'est comme ça que nous, on a toujours resté, qu'il y avait mon frère, tout ça, on a toujours vécu avec eux. D'ailleurs, moi, j'ai deux de mes frangines, là. Il y a M. Benamiche, c'était mon beau-frère. Il y a M. François Rabat Ben Ambarek qui est là-bas, c'était mon beau-frère. Donc j'ai eu deux de mes sœurs, moi qui étais marié avec des Arabes de Nessadiou. Et ces vieux-là, on les a bien connus parce qu'ils étaient populaires, hein. Ils aimaient la société, donc c'est comme ça qu'on les a toujours côtoyés. Et c'est comme ça que nous, en étant gosses, on a toujours resté avec eux. Et on a grandi avec eux, quoi. Chaque jour, ils viennent se recueillir ici et apprendre le Coran. Pour ces hommes aux origines lointaines, la religion est un lien avec leurs semblables à l'autre bout du monde. C'est aussi le moyen d'affirmer une appartenance, une identité. Les fêtes et célébrations font partie de la volonté de maintenir les traditions. Ainsi, on fête les morts en organisant une sadaka, où tout le monde vient participer à la préparation du repas. C'est bon, Martin? Ouais, ça va. Un bœuf entier est entièrement dépecé, pendant que les femmes épluchent et coupent les légumes. C'est un moment de convivialité où l'on se retrouve autour d'une grande table en toute simplicité. La Nouvelle-Calédonie est une terre de métissage auquel les Algériens ont involontairement participé. Pour cette communauté, quelques images furtives d'Algérie subsistent encore dans les histoires que l'on se retransmet de génération en génération. Même si dans cet hémisphère, le croissant de lune n'est pas tourné du bon côté, même si le Pacifique n'est pas la Méditerranée,
Ils vivent sur cette terre qui est aussi la leur, comme des Calédoniens, mais aussi comme des Algériens du bout du monde.